enregistre. Bonjour à tous, bonjour Baja. Salut, salut! Alors c'est un plaisir ici de se retrouver parce qu'on avait fait une pause, No Brain No Gain Podcast avait fait une pause avec le déconfinement. On est toujours un peu dans le déconfinement certes, mais voilà, c'est un plaisir ici de retrouver la personne qui est juste ici en dessous de nous. On va parler de choses très intéressantes, on va développer beaucoup sur la posturologie, l'auriculothérapie. Beaucoup de gens se demandent déjà l'auriculothérapie, qu'est-ce que c'est? Mais on va parler de tout ça ensemble. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Céline Gaufriot, je suis kinésithérapeute, posturologue, auriculothérapeute, auriculomédecin et également thérapeute en réflexe archaïque. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses derrière mon nom, mais à la base, quand même, je reste kiné, posturologue. Voilà. Okay. Il faut savoir aussi que tu es la troisième femme. Hein. Il faut se dire qu'après 22 rendez-vous, on est à notre troisième rencontre et c'est notre troisième femme aujourd'hui. Ça, je voulais le dire, c'est quand même important. On va maintenir la parité, non? C'est ça, on va essayer de remonter. Ouais, j'allais dire, il va falloir bosser ça. Et le prochain rendez-vous, c'est encore une femme et on le verra prochainement. Je l'annoncerai plus tard, mais c'est encore une prochaine, c'est une femme. Écoute, ici, on voulait déjà un petit peu, évidemment, faire connaissance. Tu vas un peu te présenter. On voulait aussi un petit peu savoir au niveau de tes formations, qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes formations, qu'est-ce que tu as suivi comme formation de base, qu'est-ce qui t'a amené en fait à quitter, on va dire, l'univers de la kiné, on va dire, c'est parce que ça c'est ta formation de base, je suppose, et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers toutes ces la posturologie, etc., etc. D'accord. Alors c'est vrai que je suis diplômée de kiné depuis maintenant 11 ans. J'ai commencé à travailler en centre de rééducation pendant 4 ans, où c'était un super centre de rééducation. J'avais tous les moyens possibles et inimaginables. Donc, la première formation que j'ai faite à ce centre de rééducation, grâce à eux, ça a été une rééducation neurologique avec assistance robotique. C'était le truc inconnu en France. Voilà. Donc, on avait, en plus, c'était un prototype que l'on avait fait amener des États-Unis, du MIT. Ah oui. Et en fait, le principe, c'était d'utiliser l'assistance robotique pour rééduquer les membres supérieurs, notamment dans les cas d'AVC. On avait beaucoup de neuro, mais de neuro en phase aiguë dans les 6 premiers mois de la pathologie. Donc, tout ce qui était AVC, Guillain-Barré, mais également les traumatisés de la route, donc paratétraplégie. Donc, un gros centre de neuro. Donc, c'est vrai que déjà, j'avais commencé à mettre le doigt dans la neuro. Alors là, quand on commence à rentrer là-dedans, on se pose quand même pas mal de questions parce que c'est là où on se rend compte que ça ne colle pas du tout avec ce qu'on a pu voir dans notre théorie avec nous. Donc, suite à ça aussi, j'ai fait, le centre nous proposait d'autres formations, nous les payait. Donc, il y a eu Bernadette de Gastier avec les abdominaux hypopressifs, la méthode hypopressive. Ils nous ont également fait faire un cursus de thérapie manuelle. Et puis, un jour, j'ai demandé de faire une formation sur le taping et le strapping et je me suis retrouvée à Clairefontaine. Donc, truc bien, hein, sympa. Et notamment avec Christophe Geoffroy, qui est kiné de l'équipe de France de foot. Et puis, comme dans toutes les formations, on change un peu d'univers, on rencontre d'autres personnes. Et sur cette formation-là, j'ai rencontré des podologues. Donc, on échangeait. Et puis, à un moment donné, au moment du repas, ils ont commencé à parler de posturo. OK. Et en fait, j'avais jamais entendu ce terme-là avant qu'ils m'en parlent. Okay. Et donc, je leur ai demandé ce que c'était. Et en fait, surtout, ce qui m'a un petit peu accroché, c'est qu'ils commençaient à me dire « Oui, l'ordre des podos ne reconnaît pas la posturo ». Alors déjà, quand on commence à me dire « C'est pas reconnu », c'est qu'il y a un truc qui dérange. Et on a envie un petit peu d'aller creuser quand même. Exactement. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à regarder ce que c'était. Et alors là, c'est tombé comme une évidence. Okay. C'est-à-dire que de comprendre que l'on pouvait enfin avoir une technique qui prenait en charge en globalité le patient, c'est tombé comme une évidence. Donc, suite à ça, je suis allée faire la formation de Bernard Bricot en posturo. Et alors là, mais même une gifle, c'est même pas un terme qui correspond. C'est prenez un immeuble d'une ville sur la tête, quoi. Et vous vous dites, comme ce qu'on disait juste avant, on fait la rétrospective de ce que l'on a pu faire avant sur nos patients. Et là, on se dit, mais j'aurais tellement pu mieux les aider, ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, on se dit, OK, je ne pratiquerai plus jamais de la même façon. Donc, c'est vrai que ça change sa vie. Suite à ça, évidemment, Bernard
est quand même également un acupuncteur et un auriculothérapeute et auriculomédecin, j'ai embrayé sur la formation d'auriculo. Et là aussi, on prend encore plus un immeuble sur la tronche parce que la posturo, c'est traiter les causes, vous l'avez bien compris, mais l'auriculo aussi. Alors, l'auriculothérapie, c'est une technique réflexe. Okay. Et l'auriculomédecine, c'est vraiment une technique diagnostique. C'est-à-dire qu'on va chercher à savoir pourquoi il y a un point qui est en dysfonction. On a des techniques, on a des protocoles. Et pas juste aller traiter le point où on pense que c'est de là que vient le problème. Donc là encore plus, on est dans la recherche des causes et des traitements. Suite à ça, évidemment, je suis allée faire aussi une formation en réflexe archaïque à l'IMP avec Paul Landon. Okay. Bon, là aussi, c'est génial. On ressort, pareil, on est subjugué par ce qu'on a vu. Le seul truc, c'est que moi, c'est vrai que je suis ressortie de cette formation-là. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Elle est géniale, mais… Pas encore. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Elle est géniale. Vous avez plein de techniques. Il est passionnant. Il raconte super bien son truc. Mais comme vous le savez, vous rentrez, vous donnez des exercices aux gens. Ils ne les font pas. C'est ça, ouais, c'est ça. Ils ne les font pas. Le suivi. Alors déjà, la posturo, vous leur demandez de porter des semelles. Bon, ça va à peu près. Vous commencez à leur parler des yeux. Déjà, ils vont le faire un peu. Alors, ce qu'ils appellent un peu, c'est ils vont commencer à le faire 2-3 semaines. Et puis, vous êtes sûr que vous les revoyez un mois après, ils ne le font plus. D'accord? Donc, pareil, les réflexes archaïques, avec toutes leurs méthodes, c'est génial. Mais ça leur demande une discipline et qu'ils n'ont pas forcément. Et ils n'ont pas forcément non plus envie de trouver le temps. Donc, je suis rentrée et j'ai dit à Bernard, écoute, il faut vraiment qu'on trouve une autre solution. Et je lui ai dit, je pense que la solution, elle est dans l'auriculo. Moi, je lui ai juste dit ça. Lui, c'est le spécialiste d'auriculo. Moi, je lui ai juste balancé le truc et il s'est débrouillé. Et puis, un jour, il m'appelle et il me dit, je pense que tous les points, on va les retrouver là. Donc, on a retrouvé tous les points de réflexe archaïque sur l'oreille, ce qui nous permet de les réintégrer en auriculothérapie. Et voire même de travailler, comme je vous ai dit, en auriculomédecine, à savoir, on veut savoir pourquoi ce réflexe-là déconne. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est ça, exactement. Complètement. Là, on commence à se torturer le cerveau. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a retrouvé tous les réflexes archaïques. Alors, c'est sûr que ça tient. Il y a des gens qui vous diront, l'auriculo, ça ne tient pas. Ce n'est pas vrai. C'est soit des gens qui ne savent pas travailler en auriculo, soit qui n'ont pas bien compris. D'accord ? C'est vrai que ça tient à condition que l'on garde les semelles au pied et à condition, évidemment, qu'on ait traité la cause. À savoir, est-ce qu'on a traité le bon réflexe qui bloque tout ? Ok. Ah. Je comprends. Si on traite un RTAC, mais que le problème il vient d'un RPT ou d'un RPP, ben vous passez à côté, c'est clair que le RTAC il réapparaîtra. C'est ça. Ouais. C'est fou. Et vous savez très bien aussi que les réflexes archaïques, c'est très complexe parce que finalement, ils peuvent réémerger à n'importe quel moment pour une raison X ou Y. Complètement. Donc, ouais. c'est jamais gagné à 100% en une fois. Donc, pour finir les formations, suite à ça, quand même, je suis allée aussi faire une formation en iromaté. Ça va avec, on travaille sur les fascias, ça fait pas de mal. Également en ventouse, et également le fat tool. Donc, tout ça, ça permet de travailler toujours sur la même structure, les fascias. Okay. Et enfin, j'ai fini l'an dernier par les 3 niveaux d'IP avec maths. Donc, je pense que là, je suis assez complémentaire dans ce que je peux faire. Ouais. Je pense que j'irai toujours chercher plus loin, mais je pense que déjà en 10 ans d'expérience, j'ai fait pas mal de formations et il faut encore faire des liens dans toutes ces formations, c'est ça qui est super intéressant. C'est un peu le rabbit hole de Julien Pinault, hein, qui explique bien. C'est un terrier qu'on crée, qu'on est en train de creuser. Et en fait, ce terrier-là amène plein d'autres terriers. Et en fait, le but, au fur et à mesure du temps, c'est de prendre des informations à gauche, à droite et de se faire aussi sa propre façon, sa propre vision.
Et c'est comme tu dis, c'est vraiment ça, tu as toutes ces connaissances et maintenant il va falloir faire en sorte de les fusionner et de faire entre guillemets une pratique la plus complète, on va dire, j'ose dire, Ouais. la plus complète, la plus efficace. Ouais, plus holistique possible, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qui fait aussi peur à beaucoup de gens quand tu parles de posturo, tu sais, le côté où tu dis, ouais, ça dérange. Moi, je remarque, alors que je suis même pas encore tout à fait dedans, des fois, tu parles de ça, il y a les gens, tu sais, ils sont un peu, c'est rédhibitoire, quoi. Ils sont en mode, oh, je suis pas sûr de ce que tu es en train de parler. Et en fait, c'est ça la beauté, c'est quand tu crées ton propre réseau par rapport à tout ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que tu as vraiment aussi les personnalités qui ressortent, des gens qui apprennent. Typiquement, toi, tout ce que tu me dis, c'est quand il y a un truc qui te paraît, je vais dire, pas assez creusé, tu creuses. Mais en fait, à partir du moment où les gens, comment dire, ils sortent des fois de kiné, etc., encore une fois, sans être péjoratif, on est bien d'accord, mais ils se disent, OK, je sais tout. Mais comment voulez-vous que ça ne dérange pas de se dire, ouais, non, moi, je sais tout, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. C'est Moi, impossible que ça ne dérange pas. j'ai eu mon diplôme et j'ai fait OK, je sais rien. Mais voilà, et ça, tu vois, c'est beau. Enfin, moi, je trouve que c'est beau parce que j'estime que justement, c'est ça la beauté de l'être humain, c'est ce développement, c'est cette recherche constante de l'évolution. Et encore une fois, quand tu arrives et que tu nous dis, putain, les gens que j'ai aidés il y a 10 ans, je peux tellement faire plus maintenant, mais c'est le but, quoi. C'est le but, c'est vraiment de se dire, OK, on est toujours en évolution. Et il y a aussi un truc qu'il faut que les gens entendent, c'est que c'est un travail de tous les instants, en fait. Cette évolution, cette reprogrammation, même pour eux, parce que c'est quelque chose on a beaucoup discuté avec Bastien, on aide des gens. Puis ils reviennent, tu sais, 3-4 mois après, ils disent « Ouais, le problème est revenu ». Et là, tu leur poses une simple question. Est-ce que tu as continué à faire ton protocole? Non. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est difficile, cette discipline. Je pense que tu peux l'inculquer, mais c'est très dur d'avoir un suivi complet avec les gens. Vraiment, parce que, je pense que ça, c'est encore une fois, c'est une clé aussi qu'on doit encore développer, quoi. Nous, en tant que thérapeute, kiné, etc., quoi. Oui, tout à fait. Ouais, mais je pense aussi que c'est une question aussi de… On a tendance à dire que souvent les sportifs professionnels ou les sportifs aguerris ont plus tendance à avoir une discipline et à s'y tenir. Monsieur et madame tout le monde, qui a déjà peut-être pas une certaine discipline de manière récurrente ou qui font du sport de temps en temps à l'occasion, qui ne sont pas tenus vraiment à quelque chose de strict, on va dire, entre guillemets. Performance, ouais. Arriver à leur imposer des exercices qui peut-être des fois leur prennent que 5 minutes, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, des fois ça tient les 3 premières semaines, après ça tient plus parce qu'en fait on n'est que habitude en fait. De notre vie, on est formé que d'habitude. Et dès que tu mets une nouvelle habitude chez quelqu'un, bah, la motivation elle est là au début et au fur et à mesure du temps, bah, ça régresse. Et c'est comme tu dis, c'est essayer de se battre aussi et de trouver des techniques qui fassent en sorte que peut-être que ça fonctionne plus vite, plus rapidement et que ça a un impact plus important. Et je pense que le suivi aussi est important évidemment, mais des fois, c'est pas si facile que ça. En fait, ça marche chez les gens quand ils ont mal. À partir du moment où vous leur avez enlevé leur douleur, ils font plus rien. C'est ça. Ils n'ont pas compris que le principe, c'était de continuer encore. Exact, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, on en a parlé un petit peu, mais développer un petit peu plus les méthodes utilisées dans ton domaine. Par exemple, on a parlé de l'auriculothérapie. En somme, au niveau protocolaire, c'est une aiguille, c'est ça que tu vas mettre dans une partie au niveau de l'arrière de l'oreille qui va agir sur les réflexes. En somme, c'est un peu ça? Alors, l'auriculothérapie, c'est une technique réflexe, mais pas comme la réflexologie plantaire ou faciale que l'on peut avoir. Il y a un vrai parcours neurophysiologique qui lui est propre, c'est-à-dire que ça passe par les voies de la réticulée et ça va sur le thalamus, ça projette sur le thalamus aussi. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à agir sur la douleur, sur les douleurs, toutes les douleurs, d'accord, du corps humain. On arrive également à agir sur l'émotionnel. Et enfin, on a réussi à agir sur les réflexes archaïques. Alors, c'est vrai que tous les réflexes archaïques, on les retrouve à l'arrière de l'oreille. Mais tout ce dont je vous ai parlé avant, ça se trouve plutôt à la face antérieure de l'oreille. Donc, effectivement, il est décrit des zones de probabilité pour chaque organe. Alors ça, c'est décrit depuis des millénaires. Hein, d'accord ? Et en fait, après, il faut avoir une pratique certaine, notamment quand vous êtes auriculomédecin, à savoir prendre le pouls. C'est ça qui permettra d'avoir la technique diagnostique associée à certains protocoles et qui vous permettront de traiter, encore une fois, les causes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec la mise en place d'une aiguille, vous pouvez traiter déjà pas mal de choses. Ok.
Moi, ici, on voulait rentrer aussi dans les questions un petit peu plus ouvertes. On va essayer d'étayer un petit peu aussi au niveau de la posturologie. Euh, Voir un petit peu qu'est-ce que aussi, on va poser ces questions-là au fur et à mesure du temps. Au final, qu'est-ce qu'un bon posturologue et un mauvais posturologue? Un posturologue complet et un qui n'est pas vraiment complet, parce qu'on voit beaucoup de gens, par exemple, qui viennent vraiment et qui me disent ben, oui, j'ai les pieds plats, ok, je vais aller voir quelqu'un. Est-ce que tu me conseilles d'aller voir quelqu'un? Le problème, c'est qu'ici, en Belgique, j'ai un peu du mal à référencer quelqu'un qui et suivi la formation du docteur Bricot parce que pour moi, je pense que, et je suis sûr que c'est la méthode. Et alors, des fois, j'essaie de dire, bah, écoute, essaie de trouver de ton côté. Ok, j'ai été trouvé, il a été prendre rendez-vous. Je le revois 2 semaines après. Je dis, comment ça s'est passé ton bilan? On me dit, ah, bah, ça s'est bien passé, il m'a donné des semelles. Je dis, ouais, bah, des semelles, c'est souvent un peu le nerf de la guerre en posturo. Mais ok, c'est des semelles et elles ressemblent à quoi tes semelles? Alors, il me donne une semelle en relief. Enfin, on en parlera de toute façon, hein, plus une semelle orthopédique, une semelle vraiment fonctionnelle. Et alors, je dis, OK, il t'a donné des semelles, il t'a fait des tests? Oui, il m'a fait des tests. Est-ce qu'il a regardé tes yeux? Non. OK, c'est pas un posturologue alors. Mais tu sais, en l'occurrence, tu sais, tu te rends compte qu'il y a un problème, tu vois, avec tout ce qu'on apprend, avec tout ce qu'on voit avec le docteur Bricot, tu te retrouves que dans des cas de figure où tu te dis, mais putain, mais comment est-ce qu'on peut pas ne pas regarder les yeux, quoi, tu vois? Mais là, on va en venir, d'ailleurs, on va en venir là-dessus. Je disais une petite aparté par rapport à ça. Alors, question que je te pose, une mauvaise posture, c'est quoi? Quel signe amène à dire que la posture n'est pas bonne? Alors déjà, pour connaître une mauvaise posture, il faut avant tout connaître une bonne posture. Exact. Voilà. Donc, pour ça, il y a des critères de normalité qui ont été décrits. Et ce qui est important de regarder dans la posture, dans le bilan postural, c'est vraiment de faire un bilan postural dans les 3 directions de l'espace. Le plan sagittal, le plan frontal, le plan transversal. D'accord? C'est là où vous verrez des déséquilibres. Donc, vous allez voir des déséquilibres qui sont présents par rapport à une posture dite normale, dans les critères de normalité. Donc, une mauvaise posture, c'est une posture qui n'est pas dans les critères de normalité. Donc, vous allez avoir des déséquilibres. Okay. Des asymétries morphostatiques, tout ce qui est bascule, rotation, mais également un plan sagittal plutôt avancé ou reculé. Ok. Et alors, qu'est-ce qui pourrait amener, je sais que tu vas encore, ben là on va partir dans plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui peuvent amener à une mauvaise posture, mais pour toi, quel signe amène à dire que la posture n'est pas bonne vraiment ou qu'il y a une dysfonction? Quelles sont pour toi les origines, vraiment les causes, on va dire, les grosses causes? Les origines possibles. Alors, c'est vrai que quand Bernard a commencé la posturo au tout début, c'était pied, œil et bon, un petit peu l'appareil manducateur. Bon, il faut savoir qu'il est causatif seulement dans 15% des cas. Hein. D'accord? Donc, il ne faut pas s'énerver sur l'appareil manducateur. Vraiment, les 2 capteurs principaux, c'est pied et œil. Et puis, il a développé le truc. Il a été voir sur les capteurs cutanés, donc tout ce qui est cicatriciel. Okay. Ensuite, il a été voir l'émotionnel. L'émotionnel est une porte d'entrée également. Et enfin, si on veut vraiment aller chercher, j'ai envie de dire, la cause des causes, pourquoi on a un pied plat? Ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez rampé? Voilà. Donc, la cause des causes, c'est les réflexes archaïques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'intègre pas ou qu'il y a une réémergence de ces réflexes archaïques? La première cause, c'est quand l'enfant n'a pas assez bougé dans sa toute petite enfance. C'est ça. C'est dingue. Hein. Oui, parce que, Donc, c'est bien beau quand on laisse les bébés dans le… Moi, je les vois, mes patientes, souvent qui viennent d'accoucher et qui arrivent avec leur bébé au cabinet. Et ben, elles les laissent dans le cosy pendant une demi-heure. Et puis après, elles vont faire les courses. Il y a 2 heures de course. Et puis après, elles vont voir la tata. Et en fait, le gamin, il reste 5-6 heures dans son truc, comme ça, pour peu qu'il ait un gros manteau parce qu'on est en plein hiver. Il est comme ça toute la journée. C'est Jésus, le gamin. Mais il ne peut pas bouger. Donc, il faut absolument qu'il soit libre de ses mouvements, qu'il puisse bouger, ramper, faire du 4 pattes. Plus tard, ça sera sauter, marcher au bord du trottoir. Tout ça lui permettra d'intégrer ses réflexes archaïques et possiblement d'avoir une bonne posture. Ça ne suffira pas derrière. Il y aura peut-être d'autres choses. Je pense aussi à des causes plus traumatiques qui peuvent arriver. Un accident de la route, juste le coup du lapin. Vous avez peut-être une super posture avant. Un coup du lapin, vous prenez quelqu'un derrière vous à 50 km/h, coup du lapin. Mais ça vous fait décompenser automatiquement la convergence.
Et qui dit décompensation de la convergence, dit qu'il va y avoir bascule et rotation de la ceinture scapulaire. Donc, il faut comprendre que la posture, c'est un équilibre qui est très précaire. C'est ça. Si vous avez tous vos capteurs qui sont correctement équilibrés, vous aurez une posture qui sera correctement équilibrée. Dès que vous avez un des capteurs qui déconne, vous aurez une posture qui sera déséquilibrée. Ouais. Et au final, ces capteurs, en fait, sont déséquilibrés par la vie elle-même, quoi, par les expériences de vie, comme tu dis. Oui, ou même un choc psychologique, ça peut vous faire décompenser la Ah, posture. intéressant, ça. Comment Parce que ça peut faire réémerger un réflexe archaïque, Ah, Oui. ouais. tout simplement. Ça peut vous faire réémerger un grasping. Ça peut vous faire réémerger un RPT ou un RPP. Oui. Donc, vous allez rechanger votre posture. C'est fou, quoi. Donc, rien n'est jamais acquis en posture. C'est ça. Ça. Vous avez des gens qui vont vous dire, ouais, mais ok, mais surtout, ils vont vous dire, Brico, il met des semelles à tout le monde. Mais s'ils en viennent à vous dire ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ah oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement des semelles. Les semelles, elles sont juste là pour fixer, pour aider à fixer, c'est ça. Mais après, Elles sont là pour passer au-dessus de l'adaptation fixée des fascias. C'est ça. Et vous permettre de donner une nouvelle information qui pourra être correctement intégrée à votre corps. Ouais. Ah, c'est ça. Si on comprend ça, en fait, on comprend énormément de choses. Au final, ces semelles servent vraiment à enlever, je vais dire, je ne sais pas si c'est bien dit, mais à enlever l'handicap que ton propre corps s'est fait et qui, du coup, t'empêche de t'adapter convenablement ou d'être équilibré. Moi, je dis que ça permet de faire le ménage. Et après, vous pouvez rebâtir correctement. C'est ça. Mais Une structure, il est essentiel saine. de faire le ménage avant. Logique, hein. Ah ouais. Mais oui, et ce qui est fou, c'est que oula, il y a mon chien qui aboie. J'ai une fameuse, je sais pas pourquoi. J'arrive. Super intéressant. Et justement, j'avais vu une interview donc, avec Sébastien Zimmer et Dr Brico qui disait que lui-même, au final, mettait ses semelles, etc., et que des fois, il les enlevait, mais qu'il finissait toujours par les remettre. Parce qu'il y avait toujours un moment où ça n'allait plus comme il voulait. Donc, bon, à partir du moment où Dr Brico lui-même le dit, je pense qu'on peut faire confiance, quoi. Enfin, encore une fois, bon, c'est assez dingue, quoi, de se rendre compte à quel point le corps est fait pour les adaptations et à quel point il peut, comme on le disait aussi avec Paul Landon, on est tellement fort dans l'adaptation qu'au final, on s'adapte à des choses qui ne nous rendent pas service, quoi. Tout à fait. Complètement fou. Tout à fait. Mais moi, je me souviens juste pour une petite histoire. Un matin, je suis partie un peu vite. J'avais oublié de changer mes semelles, de mettre dans les chaussures que je portais, mais je n'en suis pas rendu compte. Ouais. Et toute la journée, j'étais là à me dire, il y a un truc bizarre aujourd'hui. Je ne me sentais pas comme d'habitude. Je ne savais pas ce que c'était. Hein. Au moment où j'enlève mes chaussures le soir, je me rends compte que je n'avais pas les semelles. Voilà. Donc, typiquement, vous le sentez. Et c'était un malaise d'un point de vue, je dirais, émotionnel, physique, le mouvement. Non, plus, ouais, vraiment physique. J'étais peut-être plus en tension sur mes chaînes postérieures, enfin des choses comme ça. Ah, c'est fou. Comme quoi. Quand j'ai enlevé les chaussures, je me suis rendu compte. C'est fou. Parce que là, j'étais absent, excusez-moi. Est-ce qu'on a présenté les semelles ou pas? Parce que Non. Non, du coup, vas-y, fais-le. Ben voilà, c'est ça. Hein. Alors, parce que la semelle, elle a un capteur. Je sais pas, voilà, il y a le capteur. Oui, on le voit. Ah, le fameux, tu regardais, tu me disais, mais il est où le capteur? En fait, c'est quoi cette semelle? C'est pas une vraie semelle. Tu peux un petit peu expliquer, je ne sais pas si tu l'as fait pendant que j'étais pas là, mais comment est-ce que ça agit exactement avec ce petit capteur-là? Alors, ce petit capteur-là, c'est un résonateur, c'est-à-dire qu'il va venir agir sur un point central au niveau du pied, qui a été, donc Bernard l'avait trouvé déjà grâce à l'auriculo, ça lui a permis de trouver ce point central, mais c'est aussi un point central qui a été trouvé et prouvé par Jean-Pierre Roll. C'est-à-dire que c'est le seul point au niveau du pied qui va faire que vous allez gagner en stabilité. D'accord ? Et ça va vous permettre de réharmoniser les chaînes musculaires, toutes les chaînes musculaires du corps humain. D'accord ? Et en fait, ce résonateur permettra de passer au-dessus de l'adaptation fixée des fascias. Ok, aussi simple que ça. Et il y a d'autres types de semelles, alors on peut en revenir. Il y a la semelle, il y a des semelles, ça c'est une semelle de reprogrammation posturale, on le dit clairement. Après, tu as des semelles, il y en a plein des semelles sur le marché. Et est-ce qu'il y en a, enfin, toutes fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, j'imagine.
Mais est-ce que ça, c'est forcément la solution? Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des semelles un peu, tu vois, je sais pas moi, un peu proprioceptives, ils appellent ça, tu vois, un peu avec une forme un petit peu plus, voilà, je sais pas ce que tu en penses de ça. Alors, la seule semelle posturale que l'on peut appeler posturale, c'est la semelle que tu es en train de nous montrer. Pourquoi? Parce que grâce à ce résonateur, elle agit que vous soyez debout, donc en bipédie, ou assis ou allongé, même si vous les gardez au pied. Tant que vous les gardez au pied, elle agit. D'accord? Il y a des gens qui disent utiliser des semelles posturales et en fait qui sont juste des semelles proprioceptives. Donc en fait, ils vont juste, comme tu disais, rajouter des petits reliefs, des mini-reliefs inférieurs à 3 mm. Le seul problème, c'est que, ok, nous on a des professions où on est quand même souvent debout. Mais monsieur et madame tout le monde, encore plus maintenant avec le télétravail, Ouais. combien de temps dans la journée ils sont sur leurs deux pieds? Parce qu'en fait, pour que vous ayez une information avec le semelle proprioceptive, il faut que vous soyez sur vos pieds. Il faut que vous soyez debout. Ouais. D'accord? Donc, encore plus maintenant où on est de plus en plus sédentaire, on ne marche plus, on ne bouge plus. Pour faire 50 mètres, on prend la voiture. Finalement, elles agissent seulement, ces semelles-là, ces semelles proprioceptives, seulement dans 30% du temps de la journée. D'accord? Or, le corps humain, pour rééquilibrer correctement sa posture, il a besoin d'une information qui doit être là, qui doit passer, qui permette de donner une information au niveau des fascias, tout le temps, en permanence. Et donc, la seule semelle qui pourra faire ça, c'est la semelle que tu as montrée. Ok. Et c'est une semelle, comme ça, comme les gens, c'est pour donner aussi des informations évidemment aux gens, parce que c'est aussi le but. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont des semelles, et souvent c'est des semelles même pas proprioceptives, c'est des semelles orthopédiques. Oui, alors là, on passe sur du 1 cm de hauteur pour les pieds plats. Voilà, et je voulais savoir exactement ce que tu en pensais de ces semelles-là, parce qu'on dit souvent qu'en fait, c'est un choc, quoi. En fait, on passe de rien, entre guillemets, à tout. Et souvent, il y a des gens qui disent comme ça, pourtant, j'ai acheté, en plus, c'est souvent des prix exorbitants. J'ai ma semelle et depuis 2 semaines, je commence à avoir mal au dos, je commence à avoir mal, tu vois. Il y a des douleurs qui commencent à apparaître, qui n'étaient pas là, à cause de ces semelles. Tu sais un peu expliquer aussi pourquoi est-ce que ces semelles-là ne sont pas forcément bien vues, on va dire, entre guillemets. Alors déjà, ces semelles-là, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Première chose à faire. Non, c'est clair. Non. Ce que tu peux faire, par contre, sur tes clients ou sur tes patients, quand tu as ce type de semelles-là, tu leur fais un bilan avec et sans ces semelles-là. Donc déjà, probablement, tu vas leur montrer que ça aggrave leur déséquilibre. Et alors, tu me demandais un petit peu pourquoi ça pouvait provoquer des douleurs. Et bien, en fait, tout simplement, ces semelles, c'est comme si je venais te plâtrer le coude et que je te plâtrais, je te laissais le plâtre pendant 10 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une rétraction, une atrophie musculaire. Tous tes tendons, tes muscles, enfin tous tes tendons, tes ligaments, tes fascias vont se rétracter et du coup, tu vas fixer ton coude. Et bien, typiquement, avec ton pied, quand tu mets ce type de semelle-là, tu es en train de fixer toutes les articulations de ton pied et de rendre ton pied aveugle, de provoquer une cécité extéroceptive et proprioceptive. C'est fou, c'est à cause de quoi ça en fait? Cette compensation qui est créée par la semelle en fait handicape le pied. Enfin, c'est un peu comme. Moi, je prends souvent l'image de, tu sais, on met des moufles, ça te fait perdre la sensation. C'est un peu l'idée. C'est dû qu'en fait, vous avez un grand nombre de capteurs au niveau de la peau du pied. Et qu'avec ce type de semelle-là, vous bloquez tout. Oui, ok, c'est vraiment ça du coup. Okay. C'est comme une mauvaise chaussure, ou ça aussi on peut en parler vite fait, une bonne chaussure et une mauvaise chaussure. On a tendance à dire qu'une mauvaise chaussure, c'est une chaussure, encore une fois, comme elle le dit, une chaussure qui n'est pas du tout souple, qui est rigide, avec une semelle épaisse, en fait, au final. Et en plus de ça, tu mets ces semelles-là dans ce type de chaussure, alors là, je ne te dis pas la catastrophe au final, tu vois. Voilà. Donc en fait, tu marches avec des plâtres toute la journée. Exactement. Ou alors avec des chaussures de ski. Voilà. Ah ouais, tu marches toute la journée avec des chaussures de ski. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec les enfants et le développement du pied, on dit toujours « Ah ouais, je vais lui acheter des super chaussures à mon gamin, des chaussures qui montent au niveau de la cheville, bien rigides, comme ça, il sera bien. »
Et typiquement, on les fait marcher et là, on les voit marcher comme ça. C'est très saccadé, très rigide. Ben, c'est comme si on vous donnait des chaussures de ski et qu'on vous faisait marcher en chaussures de ski toute la journée. Vous n'êtes pas à l'aise. Et l'enfant n'a pas assez de force dans son pied pour pouvoir venir plier ces chaussures-là. Nous, quand on le fait avec la main, ça paraît assez souple. Lui, il n'a pas assez de force dans son pied. Donc, le mieux chez les enfants, si on peut, c'est de les faire marcher au maximum, pieds nus ou en chaussettes. C'est ça, exactement. Alors, pour toi, oui, alors ça c'est un petit peu au niveau une mauvaise posture, corrélation avec la douleur. Il y a des personnes qui avancent qu'une mauvaise posture n'a pas de corrélation directe avec la douleur. Qu'en penses-tu de ça? Alors là, je pense que si Bernard nous écoute, il doit bondir. Non, en plus, lui, typiquement, il a fait une étude. Il a fait une étude sur ça et il a montré qu'il y avait une parfaite corrélation entre le paramètre, enfin, les douleurs et le paramètre total bascule. Ce qu'il appelle paramètre total bascule, ça va être bascule scapulaire et pelvienne. Donc, plus vous avez des bascules qui sont importantes, plus vous aurez une douleur qui sera importante. Il a également fait cette étude où il a montré que plus il y a de bascules, plus il y a une consommation de médicaments antalgiques qui se fait. Ça va de pair. Ah ouais. Mais il a également fait une étude où il a montré que plus il y a de bascules et plus les gens arrêtent leurs activités. Bah ouais. Que Quand ce tu soit as mal. l'activité physique. D'accord? Donc, oui, dès qu'il y a une asymétrie morphostatique, il y aura, j'ai dit, il y aura douleur forcément à un moment donné. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez au tout début avoir effectivement une asymétrie morphostatique, une bascule des épaules sans qu'il y ait douleur. Pourquoi? Parce que typiquement, je reprends mon exemple de l'accident de la route. Ouais. Vous avez l'accident de la route, vous décompensez la convergence. Ça va vous provoquer, allez, un doigt de bascule. Au début, ça ne va pas être énorme, votre corps ne va pas forcément ressentir de douleur. Mais dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, oui. D'accord? Autre chose, on a remarqué que quand il y avait 2 capteurs qui vont être déréglés, vous aurez des douleurs intermittentes. Donc là aussi, ça va être des gens qui vont avoir une sciatique peut-être tous les ans, un truc comme ça. D'accord? Et au-delà de 3 capteurs, vous avez un fond de tension ou des douleurs qui sont là en permanence. Mais il faut déjà 3 capteurs ou 2 plus une jambe courte, donc c'est déjà énorme. Vous avez déjà commencé à bien flinguer votre organisme. De toute façon, dès qu'il y a asymétrie morphostatique, vous allez avoir des contraintes qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que je vais avoir une bascule, donc là j'exagère ma bascule, j'ai une bascule. Vous voyez l'étirement que je provoque là? Ouais. Et la compression que je vais avoir ici. Ouais. Ok, là j'ai pas mal quand je le fais comme ça, mais si je reste comme ça toute la journée, douleur à la nuque, douleur de... Ah ouais. Ah ouais. Même céphalée, j'imagine, maux de tête, ça peut se répéter. là déjà je commence à sentir l'étirement, pour vous dire. Ouais. Alors j'exagère le truc, oui, là je suis peut-être à 3-4 doigts de bascule de la ceinture scapulaire, mais en tout cas c'est ce qui arrive. Donc dès qu'il y a asymétrie morphostatique, il y aura douleur. C'est indéniable. Bernard nous confirme qu'il a bondi. Je tiens à le dire. Ouais, il me l'a confirmé. En fait, le conseil qu'on pourrait donner vraiment aux gens qui sont en train de nous écouter, parce que c'est les gens, ils peuvent être relativement perdus, j'imagine, parce qu'on est en train de parler déjà de capteurs, etc. Est-ce que tu peux déjà rappeler un petit peu les principaux capteurs qu'on retrouve en posturologie et ceux qu'on observe, qu'on étudie, on va dire? Alors, les 2 grands capteurs principaux en posturologie, ça va être le pied et l'œil. Le pied, typiquement, ce sont vos fondations. C'est le seul contact que vous avez avec le reste de l'univers de votre monde extérieur. Vous êtes en appui que sur vos pieds. D'accord? Et l'œil, c'est votre niveau à bulle. D'accord? Donc, le maçon, comment ça se passe? Il faut qu'il ait, pour faire un mur droit, il faut qu'il ait des bonnes fondations et un bon niveau à bulle. S'il a que l'un ou que l'autre, ou encore moins ni l'un ni l'autre, il ne pourra pas faire un mur droit. Et votre mur,
bah, c'est vous. Super intéressant. Et ici, d'un point de vue pratico-pratique, par exemple, moi, j'ai des lunettes qui vont compenser une légère. C'est très léger, donc je les mets en général devant un écran, par exemple. Mais je les mets pas, par exemple, encore une fois, jamais quand je fais du sport. Tu vas faire mon bilan posturologique, donc je peux supposer que ce sera 100. Et ça va aussi tronquer en fait au final le résultat. Donc, est-ce qu'il faut faire un peu comme tu avais dit avec la semelle, avec sans lunettes tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu vas faire dans un Ouais, cas comme ça? déjà, tes lunettes, elles t'ont été prescrites pour quoi? Pour fatigue pour, Ouais, ouais, j'avais des légères migraines, ouais, ouais, fatigue d'accord. Donc, ophtalmique. là aussi, bah, va chercher la cause. Ah ouais. Ouais, Bah ouais. ouais, donc c'est peut-être que juste tu as un défaut de convergence. Mais on va le faire En ensemble, fait, Benjamin. Tu prends en ton… fait, les lunettes de repos, ça ne devrait même pas exister. Mais tu vois, Concrètement, et c'est ça ne ça. devrait même pas exister. C'est là que je voulais aller, tu vois, parce que en fait, moi, alors, les lunettes, je les ai depuis 7 8 ans. Et quand j'ai des discussions comme ça avec toi et avec Bastien, je me dis, putain, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de lunettes? Tu vois? Alors, il n'est pas rare que quand vous mettez en place une reprogrammation posturale, que vous travaillez correctement les choses, vous refaites un bilan ophtalmo derrière et vous n'ayez plus besoin de lunettes de repos, ce qu'ils appellent lunettes de repos. Ouais, C'est fou, hein. C'est dingue, hein, jusqu'où ça va, quoi. Et Tout comme au niveau de la vue, Bernard voulait qu'on fasse une expérimentation. Peut-être qu'un jour on la fera. On va la faire parce que le CIES redémarre bien, donc on va la faire. Et vous gagnez, alors vous connaissez l'échelle chez oui, l'ophtalmo où c'est de plus en plus petit. Ouais, ouais, ouais. Et bien vous gagnez avec une reprogrammation posturale 1 à 2 lignes. énorme. C'est énorme. Il y a tout ton système en fait qui se reboot, quoi. C'est comme si tu avais ton ordinateur, tu mettais mise à jour, quoi. Tout à fait. Tu as une Ah mise ouais, à jour de ton complètement. ordinateur, quoi. Et ton ordinateur, c'est le système nerveux central, voilà. Et après, toutes les entrées passent mieux, toutes les informations rentrent mieux. C'est un peu ça, en fait, au final. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que on ne peut pas séparer le cerveau de notre corps. Les deux sont ensemble. Que C'est tu Mais vrai. fasses… c'est à nous de leur expliquer. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est le job, hein. Alors, c'est ça qui prend le plus de temps dans une consultation, c'est d'expliquer aux gens. L'approche Votre psychologique. bilan, ça va être très rapide, surtout avec l'expérience, c'est très, très rapide. Par contre, d'expliquer, de montrer aux gens, c'est là où vous prenez du temps, où vous perdez du temps. Je n'ai pas envie de dire perdre du temps parce que On c'est pour vous. construit. Ouais, c'est ça, on construit. Et tu as quand même, du coup, de ce que j'entends, et moi, je suis à 200% d'accord et je suis certain que Bastien aussi, je n'ai même pas besoin de lui poser la question. Il y a quand même une question, comme un côté éducatif, quoi, je pense, hein. Énorme. Ouais, on est tout à fait d'accord là-dessus parce que moi, c'est vraiment ce côté enfin, en plus, je vais pas mentir, c'est quand même ce côté-là qui me plaît aussi de montrer aux gens, mais regardez, au final, c'est pour vous, quoi. On prend le temps de vous apprendre, c'est pour vous. C'est pour ça que je comprends tout à fait quand tu dis perdre le temps, mais c'est vrai que, à la limite, on se bat pour aller dans une direction qu'ils n'ont pas envie d'aller, alors que c'est carrément la direction où ils doivent aller, quoi, pour aller mieux. Ça, c'est quand même un peu fou, quoi. Il faut réussir à trouver les arguments pour les convaincre. Complètement. Et quels sont, toi, pour toi, parce que c'est intéressant, quels sont pour toi les meilleurs arguments? J'imagine que c'est les mettre au pied du mur, entre guillemets, pas au pied du mur, c'est de leur montrer directement par des tests, j'imagine, que là, peut-être, ils se rendent peut-être plus facilement compte. Par des tests, par l'imagerie mentale, tu vois, du maçon, il faut qu'ils aient des visualisations C'est ça. du déséquilibre que tu es en train de leur expliquer. Parce que le maçon, ils comprennent bien pourquoi il ne va pas faire un mur droit, mais eux, ils ne comprennent pas le fait qu'il y Que ait le un mur, défaut c'est de leur corps. convergence Ouais. et une asymétrie caudale, que ça va faire déconner son rachis. Il ne le comprend pas, alors que le maçon, il le comprend. Donc, il faut lui faire des transpositions où il saura beaucoup plus finalement visualiser les choses. Okay. Et tu as déjà réussi à enlever, par exemple, une douleur, je ne vais pas dire immédiate, mais en tout cas atténuer une douleur. Et là, le gars, la femme, la personne à qui tu fais le bilan se dit « Ah ouais, quand même, il y a un truc, quoi. » Ah, mais tous les jours. Ça, c'est beau, hein, ça. Tous les jours. On en reviendra de toute façon, parce que ça, c'était dans une des questions. On en vient, très pas. Le spoil. Petit aparté par rapport, et ça c'est un truc et quand on parle à des gens, et encore une fois, et on va faire un peu un retour en arrière avec Jean-Philippe Carrère qui est adepte de l'électromagnétisme et de l'électroconscience, de l'univers électromagnétique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les podcasts qu'on a fait avec lui, on en a fait 2 d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des microgalvanismes? Parce que ça aussi, les microgalvanismes, c'est un frein énorme au niveau de la posture. Oui.
Tout à fait. Alors, microgalvanisme, ça va être un micro-courant qui va se créer dans le corps humain. Alors, c'est souvent parce que on a ce qu'on appelle dans le langage courant, familier, on a des plombages. C'est-à-dire qu'il y a eu une carie, on a gratté et le dentiste, il a mis un plombage. Ok, alors c'est pas du plomb, mais c'est un truc qui est peut-être pire, c'est du mercure. D'accord ? Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, ça crée des micro-courants d'une dent à l'autre, ou alors d'une dent et d'un autre métal que vous avez en périphérie, soit un bijou, mais ça peut être également le bouton du jean, ou encore la prothèse. Ou stérilet. Le stérilet, énorme. Alors là, les douleurs à cause du stérilet, notamment le stérilet au cuivre, c'est terrible. Et il faut aussi savoir qu'il ne faut pas croire que les ions mercure, ils restent dans la dent bien tranquillement. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a retrouvé des ions mercure qui étaient allés se balader dans le cerveau. Voilà, là, j'imagine les gens qui sont en train de se regarder. Attends, je vais aller voir dans le miroir. Alors, il faut savoir qu'on peut les enlever, ces amalgames au plomb. Il faut mieux, enfin au plomb, non, ces plombages. On peut les enlever, il n'y a pas de problème. Sauf que le dentiste, il faut qu'il soit correctement équipé pour pouvoir enlever ces plombages. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sous haute aspirante et ce qu'il enlève de votre dent, il ne peut pas le rejeter dans le caniveau. Mais c'est fou quand même. Il est obligé de le mettre dans un contenant qui sera récupéré par une entreprise spécialisée. Donc vous l'avez en bouche, mais on ne peut pas le mettre dans les eaux usées. Mais ça rend dingue. Aberrant, complètement. Ah ouais. Ah putain, quoi, c'est fou. C'est dingue quand tu entends des trucs comme ça. Et est-ce que tu peux avoir justement, par rapport à tous ces plombages que tu dis, etc., une interaction négative au niveau de la mâchoire? Parce que je sais bien aussi que la mâchoire qui se déséquilibre, etc., ça influence énormément aussi la posture. Est-ce que ça peut jouer ou pas du tout? Ah oui, oui, oui. Et puis bon, il faut savoir qu'en fait, ça crée un micro-courant. Donc, il a été mesuré jusqu'à 600 millivolts entre une dent et un bijou. Il faut savoir que pour déclencher un vertige expérimental, comment on fait? On met une électrode au niveau de la mastoïde et une électrode dans la main et vous faites passer un courant. 400 millivolts suffisent pour déclencher un vertige. Et on retrouve des gens qui se retrouvent avec 600 millivolts qui passent dans le membre supérieur tranquillement. C'est fou. Donc ça provoque des douleurs, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Là, c'est très intéressant évidemment. J'imagine que les gens qui nous suivent sont en train de se poser mille et une questions. Mais voilà, c'est vraiment ça notre créneau. C'est ça. C'est ça le boulot, voilà. Prenez de la formation, allez-y. Alors ça, que penses-tu de l'approche biomécanique des kinés-ostéos sur la correction posturale? Est-il possible de réaligner une personne avec cette approche biomécanique? Alors, il est possible qu'il puisse réaligner une personne en faisant tout, en faisant l'ostéopathie en trust, mais également du viscéral, du crânien, à condition que derrière le patient ne marche pas. C'est-à-dire qu'il le travaille sur la table, mais surtout, il ne faut pas qu'il marche derrière. Pourquoi? Parce que si le patient remarche, il est fixé dans ses adaptations à cause des fascias plantaires, votre patient. Donc, s'il remarche, il fait juste 30 mètres, il revient, vous reprenez votre patient, il est retombé dans tous ses déséquilibres initiaux. D'ailleurs, Bernard le fait faire aux ostéos en course. Ah, c'est vrai. Il leur démontre. Donc, il leur demande de prendre un sujet, de le traiter. Ils le traitent. Ils ont toute une heure s'ils veulent. Ils le traitent entièrement. Ils nous font tout, généralement. Tout. Il fait marcher le patient, il revient dans ses déséquilibres. Bernard le prend, il lui met en place la reprogrammation posturale. Il fait marcher le patient, il revient. Il reste dans l'équilibre. Alors, je ne dis pas que toutes ces techniques-là ne sont pas complémentaires. Il faut juste les faire au bon moment, les faire intervenir au bon moment. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on fait le ménage. On fait le ménage et derrière, on peut manipuler. Derrière, on peut travailler les chaînes musculaires. Derrière, on peut aller faire du stretching. Et du coup, le travail sera plus facile pour le thérapeute,
Et 2, ça tiendra dans le temps. Ça, c'est beau, hein, parce qu'au final, c'est le boulot de Bernard, quoi. C'est ça qui est un truc de fou. C'est vraiment ce côté, il en a eu marre de construire sur de la bullshit, hein, on peut le dire, quoi. Il s'est dit, moi, je m'en fous, j'en ai marre, hop, j'enlève tout, je vais trouver quelque chose pour faire une base saine et on reconstruit là-dessus, quoi. Et ça aussi, c'est important de le dire, que tout est complémentaire, parce que les gens, ils adorent, quoi, opposer les idées. Alors que, putain, les gars, s'il vous plaît, prenez ce qu'il y a de bon partout, vous n'en serez que meilleur. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on ne perd pas son métier derrière, que l'on soit kiné, que l'on soit podologue, que l'on soit orthoptiste, que l'on soit préparateur physique, dentiste, médecin. On ne perd pas son métier. D'accord? C'est juste que ça permet de faire le ménage et de travailler, d'avoir un travail qui soit correct derrière. Mais on reste avec nos métiers que l'on a appris à la base. C'est important ça. Et en fait, vous me posiez la question, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon posturologue? Oui. Ben, c'est aussi de savoir réorienter vers les bonnes personnes, vers les bons praticiens, de savoir bilanter, de savoir mettre en évidence ce qui ne va pas et de savoir réorienter vers les bons praticiens. Il ne faut pas après s'inventer dentiste, il ne faut pas s'inventer prépa physique, il ne faut pas s'inventer podologue. Non, il faut savoir réorienter. Donc, il faut savoir travailler en équipe. Et ça, c'est important. C'est super important de le dire. En fait, on a le patient au centre et nous, on gravite autour. Mais exactement. Le patient, il doit rester central. Ce n'est pas nous, thérapeutes, qui sommes au centre. Si vous, en tant que thérapeute, vous avez besoin d'avoir la lumière sur vous, c'est que vous n'avez rien compris au médical ou au corps humain. C'est ça. Il y a de l'ego un peu mal placé là-dedans, tu ne penses pas? Tout à fait. Tout à fait. Super intéressant, merci. Vraiment. Alors, ouais, un bon posturologue, c'est quoi? Après, en termes techniques, maintenant, tu pourrais un petit peu plus étayer, même si on a déjà un petit peu parlé. Un bon posturologue, c'est quoi en pratique? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met en place par rapport à un posturologue, on va dire, peut-être moins complet? Il saura regarder le corps dans la globalité et surtout chercher les causes des causes. Voilà. Aller au fond des choses. Toujours se poser des questions. Mais même encore, probablement, on a encore beaucoup de choses à chercher, beaucoup de choses à trouver. On n'est pas au bout de nos surprises, je ne pense pas. Il y a encore des choses à faire. C'est sûr. Donc, un bon posturologue, ce n'est pas quelqu'un qui va s'arrêter là et se dire « Ok ». C'est ça, toujours à la recherche. Il faut aller plus loin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats, des observations que tu as eues avec tes clients, des choses qui t'ont stupéfaites, peut-être, de manière un peu plus personnelle? Une personne qui est venue à ton cabinet, qui avait tel et tel problème et qui est ressortie bien meilleure. Est-ce que tu as des petites histoires comme ça à nous raconter? Toujours avec le secret professionnel, évidemment. Hein, c'est important de le dire. J'en ai plein des histoires. Ça peut concerner une douleur classique, typique, la sciatique. Ouais. Voire même la sciatique qui va se faire opérer un mois après. La date d'opération est prévue, la personne est sous morphinique. Quand même, on la prend en charge en posturo. Truc tout bête, hein. On lui trouve une jambe courte. Ouais, c'est ça. La jambe courte, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut foutre comme bordel. Mais une vraie jambe courte ou une fausse jambe courte? Encore une fois. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est une vraie jambe courte d'une fausse jambe courte? La jambe courte, finalement, on ira la chercher que quand on aura fait le ménage. C'est ça. On fait le ménage, donc on lève les adaptations. Pour lever les adaptations, on met en place les semelles type postural et également on fait travailler les yeux. Une fois qu'on a fait ça, on a levé toutes les adaptations et on peut commencer à aller chercher ou pas une jambe courte. Ce qui est logique au final, quand tu y penses. C'est logique. Donc, typiquement, la patiente, elle arrive, la date d'opération est prévue, on lui trouve une jambe courte, on n'en a plus jamais entendu parler de l'opération. C'est terminé. Alors, par contre, quand elle a les semelles qui commencent à être fatiguées, elle nous appelle parce qu'elle le sent tout de suite. Ou là, quand ça commence à être l'été, comme je vous disais, hein, dès qu'ils commencent à plus avoir trop mal, ils sont un peu moins vigilants, disciplinés sur leur traitement. Complètement. Ils le sentent tout de suite. Hein. Ça revient. Ouais, c'est ça. Après, sur les réflexes archaïques, j'ai aussi eu des gamins
qui étaient… on a la vie pourrie par ces putains de réflexes archaïques. Je pense que Paul Landon, il vous l'a dit. Lui-même, le premier, a été probablement embêté avec ses réflexes archaïques dans son apprentissage, mais également, moi, j'ai eu des enfants qui étaient les boucs émissaires à l'école à cause de ces réflexes archaïques. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir en place sur leur chaise, parce qu'ils ont un galant, par exemple. Et dès qu'après, il y a une bêtise qui est faite dans la classe, alors les copains savent très bien que c'est toujours lui qui prendra, quoi qu'il arrive, donc ils en profitent. Et puis, l'instit, elle ne fait pas forcément attention et il y a un peu de bordel, ben tiens, ça devait être lui. C'est ça, exactement. Ouais. Et vu qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur, et même quand on est enfant, on est même encore un peu plus cruel, dès que tu ne te comportes pas comme les autres, bah, directement tu es pointé du doigt et après ça peut tellement foutre le bordel pour la suite. Alors que comme tu dis, en fait l'enfant il a entre guillemets simplement un réflexe qui est toujours présent, quoi. Ouais. Et encore une fois, mais comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, dans notre cursus scolaire, après tu vas mettre un peu le reflet de notre société, c'est un peu tout ça, mais comment est-ce qu'on n'en parle jamais? Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça alors que pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à cette putain de cause des causes en fait? C'est quoi le problème avec ça? C'est créer de l'argent, c'est créer du business, c'est créer des gens malheureux, c'est créer des… Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est tout simplement qu'on a une médecine en France qui est malade. C'est-à-dire qu'on a une médecine symptomatique. Quand il y a une douleur, on prend des antalgiques. Quand il y a une inflammation, on prend des anti-inflammatoires. Et quand on ne sait plus quoi faire, on file de la cortisone. Comme ça, c'est réglé. Allez, prends. Ouais, c'est plus facile de faire ça. Mais… Voilà, mais au final, on ne va jamais chercher la cause. Une hernie discale, c'est une cause ou un symptôme finalement? Une hernie discale, c'est une cause ou un symptôme? C'est une cause. C'est une cause. On en parle en novembre. Ça, c'est tellement bien placé, ça, boum. Mais ouais, mais c'est fou. Et à côté de ça, moi, je pense qu'il y a aussi une question de remise en question que les gens aussi ont du mal à faire. Pardon, non, c'est un symptôme, excuse-moi. Un symptôme. Ah, je t'ai dit, on en parle en novembre. Un symptôme, j'ai dit, ok. Benjamin? Moi, je disais, il y a aussi ce côté, la remise en question, quoi, et l'éducation, parce que, moi, par exemple, j'ai pas du tout été éduqué dans le médicament, quoi. Et je suis vraiment, et à côté de ça, j'ai ma compagne qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est la première réponse. Et je dis, ouais, mais non, on va essayer d'aller chercher. Mais il y a aussi ce côté remise en question. Et il y en a qui, quand ils ont mal, bah, le médicament marche, du coup, ils ne vont pas plus loin, quoi. Mais peut-être que si tu allais plus loin, tu aurais peut-être plus mal. Du coup, tu n'aurais plus de médicaments. Compliqué. Voilà. Compliqué tout ça. Alors, question un petit peu plus perso. Et là, à mon avis, ça va être bien ça. Quelles sont tes 3 plus grandes influences et pourquoi? Ou tes 2 plus grandes. Ou voilà, 3 c'est bien. Si tu en as 3. Ouais, je ne pense même pas en avoir 3 même. Et, évidemment, ma plus grande influence, ça a été Bernard. Au niveau professionnel, oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, je n'ai pas lu ou vu d'autres choses qui m'aient autant transcendé, transporté que ce que lui proposait, quoi. Concrètement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Ok, Bernard, si tu nous écoutes, à mon avis, tu le sais déjà, à mon avis, il le sait déjà, mais ça le réconforte encore plus. Après, oui, au niveau perso, il y aurait d'autres personnes qui m'auraient influencé positivement, mais au niveau pro, non, il y a lui. On va dire que ça a été un peu bah, on en revient, ça a été un peu ton game changer, quoi, le truc qui a fait en sorte que, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a tout changé, quoi. Ce qui a tout changé aussi, c'est quand il m'a demandé de faire les cours. Ah oui, ça aussi, ça a, à mon avis, un événement pour toi, ça. Ah oui, parce que là, on est confronté à autre chose. C'est pas juste on reste dans sa pratique, dans sa zone de confort. Déjà, rien que dans sa pratique, on n'est pas toujours dans une zone de confort face aux patients. Mais alors, quand en plus, vous essayez d'aller transmettre un message à des gens qui parfois arrivent et sont réfractaires, là, c'est un challenge. Ça. Donc là, ça a été une grosse décision aussi, ouais. Ça n'a pas été trop stressant, ta première formation? Si, parce qu'en plus, je suis tombée sur des ostéos qui ont été odieux. C'est vrai? Ah ouais. Genre dans mesquin ou dans leur façon de répondre? Ouais, qui était…
presque on se demandait, mais pourquoi tu es venu en fait? Pourquoi tu as payé pour venir en fait? Voilà. Et en plus, sur ce groupe-là, je suis aussi tombée sur deux. Alors, ils étaient belges d'ailleurs. Deux personnes qui ont essayé de trafiquer les semelles de Bernard. Non. Ah, mais alors ça, t'en as plein? Quelle idée. Allez. Ah putain, mais allez. Mais quelle idée, mais ils n'ont pas le secret de toute façon, donc ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Ah, mais enfin, encore une fois, on revient à pourquoi tu fais ça, quoi. Est-ce que tu viens là pour essayer de te faire connaître parce que Chic Bazar, ou est-ce que tu es là pour le client, pour le patient, à partir du moment où Bernard il te propose des outils qui vont faire qu'améliorer ton traité. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît évident, comme maintenant c'est ma façon de penser. Enfin, je comprends pas des gens comme ça, vraiment. Le reflet de société. Il y a un peu de C'est tout. la nature humaine. Voilà. C'est pas faux non plus, effectivement. Est-ce que tu aurais peut-être des livres, des références à nous conseiller, ou surtout à conseiller aux gens qui ont un peu suivi ce podcast pour leur donner des idées, de creuser peut-être un peu plus loin, des livres ou des références? Ouais. Bah, évidemment, le nouveau livre de Bernard qui va sortir, alors ça va être un super truc parce qu'autant sur l'ancien, il n'avait pas, enfin, l'ancien, il a 25 ans maintenant, donc il n'avait pas creusé sur les archaïques. Et les archaïques, ça fait seulement une dizaine d'années, même un peu moins, qu'il travaille dessus, hein, donc c'est tout à fait récent. Après, il y a aussi tous les. Paul Landon a monté une petite maison d'édition, là. Il y a tout un stock de livres sur Sally Godard voilà, ben, tu vas nous les montrer, qui sont très intéressants à lire. Donc, Moi, je l'ai, madame. voilà. Donc, enfin, on a des bouquins sur les réflexes archaïques qui sortent. Et il faudrait tellement que les enseignants ils puissent les lire et qu'ils puissent s'adapter derrière leur pratique avec des petits exercices. Ça sauverait la vie à nombre d'élèves. Ouais, ou qu'il y ait, comment dire, une demande, ou en tout cas une connaissance de ça. C'est-à-dire qu'un enseignant qui est en première ligne, il faut bien le dire, qui verrait un problème d'apprentissage, qui pourrait nous contacter en tant que thérapeute, posturologue, etc., pour essayer d'intervenir. Mais encore une fois, c'est un échange, c'est quelque chose qui va peut-être trop loin pour certaines personnes, je ne sais pas. Honnêtement, ce serait tellement bien, quoi. Ces échanges, ça, comme tu dis, moi j'en suis convaincu, ça pourrait aider. Et quand tu as vécu des problèmes d'apprentissage où on te dit toute ta vie, en tout cas toute ta vie adolescente, tu as les compétences, mais tu ne sais pas rester en place, ça te parle, hein. Ça te parle. Non, donc les deux gros bouquins que je conseillerais, ça serait ceux-là. Le livre de Bernard, il va sortir, allez, dans 2-3 mois, on espère. Mais il est fini là en fait. J'ai vu qu'il Il est fini, il est relu, il est, oui. voilà, il est en dernière lecture. Enfin voilà, c'est vraiment sur la fin, tout proche. Ouais, tant mieux, c'est chouette. Bon, est-ce que je pourrais le lire avant de venir à la formation ou pas? Je ne sais pas. Alors, la fameuse question, alors tu n'es pas obligé d'y répondre parce que tu m'as dit qu'elle t'avait un petit peu posé problème, celle-là. Une question qu'on ne te pose jamais à laquelle tu aimerais bien répondre. C'est vrai que, alors, j'ai pas pour habitude de regarder derrière moi et de me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire finalement. Mais ouais, la question qu'on pourrait me poser, c'est qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été dans le médical? Bonne question. Et alors? Et alors j'ai envie de vous dire, ouais, retourner sur mes rêves d'enfant. À un moment donné, j'ai voulu être égyptologue, mais rien à voir. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Égyptologue ou alors, bon, après, j'ai eu une enfance qui a été beaucoup bercée dans la musique classique. En fait, je suis musicienne aussi et j'ai fait du violon. Enfin, là aussi, je remercie mes parents parce que je pense qu'au niveau développement cérébral, c'est juste énorme. Donc, j'ai fait du violon. J'ai commencé avant le CP. J'avais 5 ans et demi jusqu'à 18 ans. Donc, si j'avais été un peu plus persévérante, ouais, je pense que ça m'aurait plu. Ah, c'est quoi, D'être une artiste. Un conseil est-ce que tu auras un conseil à donner à ton toi d'avant? À ton toi d'avant, ça peut être ton toi en sortant de l'école, par exemple. La personne quand tu es sorti de l'école, un conseil que tu aurais pu donner à ce moment-là. Alors, c'est vrai que ça pourrait surprendre les gens parce qu'ils ne me voient pas comme ça, mais d'avoir confiance en moi. C'est-à-dire que les gens me voient et ils se disent ouais, ok, c'est une fille qui a vachement confiance en elle, mais j'aimerais être. Enfin, maintenant ça va, mais à cette époque-là, j'aurais aimé qu'on me dise mais prends vraiment confiance en toi, tu
un potentiel qui va s'exploiter au fil du temps. Donc, persévère, sois confiante en toi. Voilà, c'est cool. Ah ben, écoute, j'imagine qu'on peut te suivre. Est-ce qu'il y a des choses, j'ai vu que tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'il y a des choses où on peut peut-être suivre ton travail sur un site internet ou autre, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que je ne suis pas trop dessus parce que je reste avant tout dans le médical. Donc, c'est vrai que ça reste photographier des patients et déontologiquement, on ne peut pas vraiment. D'accord ? Donc, mais ce n'est pas pour autant que je ne réponds pas aux questions dès que je suis contactée. Je réponds avec grand plaisir aux questions, que ce soit des questions de gens qui ne connaissent pas du tout la posturo et qui commencent à s'y intéresser, ou alors des gens qui aimeraient avoir eux-mêmes des retours sur expérience. Donc, je suis facilement contactable sur Messenger. Cool. Super. Super. Est-ce que tu as un dernier mot? Je te pose toujours cette question-là, il faut que tu le saches, Céline. Je connais Benja. Benja, est-ce que tu as un dernier mot? Non. Si, absolument. Encore une fois, merci. Merci pour tout ça parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tout est complémentaire, qu'au final, la recherche perpétuelle qu'on a, parce je pense qu'encore une fois, on partage entre gens de cette mentalité-là, c'est-à-dire que l'ego de côté et le patient en priorité. Voilà, c'est vraiment l'idée d'aller toujours chercher plus loin, d'aller toujours ne pas avoir peur de tenter aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, y a rien à faire, qui se rassurent en n'allant pas voir ailleurs. Je pense aussi qu'on en a parlé quand tu dis qu'il y a des gens à la limite qui viennent pour essayer un petit peu de démonter la méthode. Je pense que voilà, c'est des gens qui au final ont peur de ne pas savoir et qui n'ont pas envie de voir la vérité en face. Donc moi, je remercie Bernard à travers ce podcast aussi, et je te remercie toi par rapport à tout ce que vous faites en fait, hein, tout ce que vous faites, et ce côté aussi d'oser avoir créé une méthode et surtout la développer, la faire connaître, parce que la rétention d'informations, moi, c'est quelque chose qui me rend fou en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas échanger. Je sens que ça te parle, ça. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça, dis-moi. Ouais, et puis vous apprendrez à connaître Bernard et il n'est pas du tout dans la rétention d'informations. Il va vous donner, il va vous dire tout ce qu'il sait. Voilà, tout ce qu'il Et sait. ça c'est magnifique parce que c'est comme ça en fait les vrais échanges. Parce qu'il y a rien à faire, on n'est pas stupide. Il y a un moment où quand tu parles de quelque chose et que tu vois que le gars ou la personne fait oui mais et change de sujet parce que voilà, on a peur entre guillemets de ne plus être le maître, etc. Les vrais maîtres, ils n'ont pas peur d'être dépassés. Ils demandent que ça. Je vous le dis. Tout à fait. Parce que quand tu es dépassé, ça veut dire que tu as fait la meilleure chose que tu pouvais faire. Tu as créé quelqu'un de meilleur que toi. Et c'est ça l'idée. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc c'est magnifique. En tout cas, voilà, encore merci pour tout ça. Parce que, encore une fois, troisième femme, mais un super échange. Vraiment, je suis super content. Merci à toi, Céline, et à bientôt. Merci à vous d'avoir pensé à moi, à nous, au CIES. Voilà, j'aurais envie de finir sur on reste des ingénieurs du corps humain. C'est ça. Voilà. Complètement. Donc, on essaye de tout faire pour ce corps humain et pour qu'il aille dans la meilleure des directions et l'équilibrer. C'est ça. Complètement. Merci beaucoup en tout cas. Merci, et merci aux gens qui nous ont suivis. Un grand merci à tout le monde. Vous retrouvez Merci beaucoup. Google Podcast, Spotify, et de toute façon, vous savez. On vous dit bien à la prochaine alors, et passez une bonne journée. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.